Merci. Je dois simplement vous dire qu'on est tous très émus de vous présenter cette pièce. C'est une pièce importante pour les 11 participants à cette aventure qui ont travaillé pendant 3 semaines pour vous faire ce petit spectacle. Je veux surtout vous présenter Pierre-Emmanuel Kunz, qui a participé et qui a co-créé ce spectacle avec moi, et donc qui a assuré la création musicale de toutes les musiques et toutes les chansons que vous allez entendre ce soir. Pierre-Emmanuel. Veuillez s'il vous plaît éteindre totalement vos téléphones portables, s'il vous plaît. Bon spectacle, merci. Jacob 4, 1919-1941. Riziek, 1919-1942. Menahem, 1919-1975. Zygmunt, 1918-1977. Eniek, 1919-2001. Vladek, 1919-2001. Abraham, 1920-2003. Leçon 1. Au petit matin, les oiseaux pépinent, Où vas-tu ainsi, fillette chérie? Et la fillette de répondre gaiement. C'est la rentrée des classes, je vais donc à l'école, je vais donc à l'école. Je m'appelle Abraham, mon papa est cordonnier, un jour je serai cordonnier comme mon papa Shlomo. Je suis Eniek, mon papa est fermier, je veux être pilote. Je suis Rachel, mon père est meunier, je vais être médecin comme mon tonton Moshe. Jacob 4, mon père est marchand, je voudrais être instituteur. Vladek, profession du père, fermier, je voudrais être cocher. Menahem, profession du père, boucher. Moi aussi, je voudrais être cocher. Zygmunt, mon père est maçon. Moi, je veux être militaire. Je suis Zoka, ma mère est servante et moi je serai couturière. Dora, profession du père, marchand. Je veux être actrice. Je suis Riziek, mon père est maçon, je veux être pompier. Enfin les pompiers, la maison qui brûle. Enfin les pompiers, la maison brûlée. Au feu les pompiers, la maison qui brûle. Au feu les pompiers, la maison brûlée. Leçon 2.
je ne m'en soucie guère. Passez par ici et moi par là. Oh ma cousine, on se reverra. J'aimais bien l'école, il s'y passait plein de choses. Les copains m'aimaient bien et moi j'aimais bien les jolies filles. Une juive me plaisait tellement qu'un jour, j'ai parfumé un bout de papier rose, j'ai découpé un cœur sur lequel j'ai écrit un poème et je l'ai mis dans son cartable. J'ai vu Riziek fouiller dans mon cartable. J'ai eu peur. Je suis venue voir et j'ai trouvé le cœur. J'aimais bien Riziek. Il était un peu bête, mais il était beau garçon. Pendant que j'étais là, debout, avec ce cœur à la main, Menahem s'est approché de moi et l'a lu tout haut. Seul ce cœur sait combien je t'aime. C'est là que je dis Mazel Tov, Riziek. Mazel Tov. Ouba. Matzah, Matzeba. Shalom Aleichem. Toute la classe se moquait de moi. Tous, les Polonais comme les Juifs. Ça m'a fait de la peine. J'étais désolée pour lui, mais qu'est-ce que je pouvais y faire? Leçon 3. Chères copines, chers copains, toute notre classe, c'est avec une grande peine que je dois vous dire adieu. Je pars pour l'Amérique pour étudier. Ainsi l'ont décidé notre rabbin et mon grand-père Chaim et mon grand-père Jacob, grand-mère Rose, grand-mère Faïga, mon papa Shlomo et ma maman Esther. Comment ça? Mais pourquoi est notre union le Bund? Zusammen. Zusammen die von sie ist great. On était censé ne jamais partir, on devait... Laisse-le, Jacob Katz. Si Abraham peut aller en Amérique, qu'il aille en Amérique. Tout le monde voudrait y aller en Amérique. Et qu'est-ce que tu en sais, le bouseux? Toi, on ne te prendrait même pas en Amérique. Chut, les Juifs, chut. Du calme, Menahem, du calme, Dora. Abraham va en Amérique et c'est son destin à lui, et tant mieux. Trois petits navires et l'infini de l'océan. Toi, Christophe Colomb, tu devrais bien y réfléchir. Mais le navigateur suivit la main de Dieu, qui ne craint pas les tempêtes et découvrira l'Amérique. Trois petits navires et l'infini de l'océan. Toi, Christophe Colomb, tu devrais bien y réfléchir. Et le navigateur suit la main de Dieu. Qui ne craint pas les tempêtes découvrira l'Amérique. Leçon 4. Chers copains, chères copines, conformément à l'arrêté du ministre de l'Éducation nationale, j'aimerais que nous récitions une prière catholique. C'est pourquoi je demande à mes copains juifs de bien vouloir se décaler vers les derniers rangs. Je vous remercie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie, Au cinéma, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, au cinéma, il passe les brunes, les blondes. est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la C'est droite. un film très sexuel. Et moi, j'ai un nouveau vélo. Tu es bête! Excuse-moi, Menahem, est-ce que ça te dérange qu'on prie? Moi, ça me dérange pas du tout, je suis pas croyant. Mais nous sommes croyants, Menahem. Ah bon? Tous? Et vous croyez en quoi? Quelle foi ordonne d'attaquer les magasins juifs, de casser les vitres avec des pierres, de renverser les tonneaux et les bocaux, de piétiner les harengs et la chapelure? Quelle foi Vladek ordonne de jeter des pierres sur la tête de ma sœur? Vladek a jeté des pierres sur une femme? C'est parce qu'elle hurlait comme une furie. C'est toi que je visais, mais je t'ai manqué. Quelle honte, Vladek, c'est tellement honteux que le monde entier va en entendre parler. Parce que je vais l'écrire dans ma lettre à Abraham. Je viens justement d'en recevoir une de lui. Et qu'est-ce qu'il raconte? Chères copines, chers copains, toute notre classe,
J'aimerais tout d'abord vous annoncer que le 18 août 1938, après un long mais excitant voyage sur le paquebot Battery, j'ai accosté en Amérique. Quelle émotion lorsqu'à l'horizon s'est dessinée la statue de la liberté. Tout le monde est devenu fou sur le bateau. On criait et on sautait de joie. Ensuite, il y a eu l'épreuve des postes frontières sur Ellis Island. J'ai attendu avec des milliers de réfugiés du monde entier, des Juifs, des Italiens, des Irlandais et des Asiatiques. On a fait la queue pendant 2 jours pour savoir s'ils nous acceptaient dans le Nouveau Monde. Lorsque ce fut enfin mon tour, un fonctionnaire m'a demandé « What's your name ?»« Abraham Boulanger » ai-je répondu. « Abraham what ?»« Boulanger » ai-je répété et j'ai ajouté en anglais « Baker ». « Ok !» a-t-il répondu et il a écrit « Abraham Baker ». Et c'est ainsi, mes chers, que votre Abraham Boulanger est devenu Abraham Baker. Moralité, il faut étudier, étudier et encore étudier, en particulier l'anglais. Souvenez-vous-en, mes chers copains et chères copines, éternellement vôtres, Abraham Baker, post-scriptum, que Dieu Tout-Puissant vous garde dans sa protection. Alors, on va au Cinoche, sur mon nouveau vélo? Tu sais ce que m'a dit mon père? Il m'a dit, si je te vois avec Menahem sur son nouveau vélo, tu vas en voir de toutes les couleurs. Vas-y avec Zoka. Quoi, Zoka? Tu veux aller au cinéma avec Menahem sur son nouveau vélo? Pour voir quel film? Les brunes, les blondes, j'aimerais toutes vous embrasser. Oh, ça oui. Zoka va au cinéma avec Menahem sur son nouveau vélo. Et moi, Menahem, tu ne me fais pas monter sur ton vélo flambant neuf, tu as peur pour ton nouveau vélo? Je monte sur le nouveau vélo de Menahem. Tu montes sur le nouveau vélo de Menahem. Elle monte sur le nouveau vélo de Menahem. Nous montons sur le nouveau vélo de Menahem. Vous montez sur le nouveau vélo de Menahem. Elle monte sur le nouveau vélo de Menahem. Bandit, vous allez le regretter. Les copains, on n'a pas terminé notre prière, ça ne se fait pas. Est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Mais celui qui est venu juger les vivants et les morts, c'est pas Jésus-Christ, mais Joseph Staline. Les Juifs ont construit une arche de bienvenue en l'honneur de l'armée rouge. Les Juifs, comme les Polonais, ont arboré des drapeaux rouges à leurs fenêtres. Mon père a sorti le drapeau rouge et blanc. Leurs chevaux étaient d'une maigreur. Il ne leur restait que la peau sur les os, ça faisait mal au cœur. Dévorer les fleurs qu'on leur lançait. Et les soviets bastaient ces pauvres chevaux jusqu'au sang. Par jalousie, parce que les chevaux avaient de quoi manger eux. Ils ont littéralement tout pris dans les magasins. Les officiers se promenaient avec des saucisses autour du cou. Ils ont transformé la maison catholique en un cinéma, l'Aurore. Le jour de l'inauguration, notre classe s'est réunie. Camarades, chers copains et chères copines, ce jour tant attendu est arrivé. Grâce au grand Staline, nous avons enfin notre propre cinéma, l'Aurore. Salut, Aurore de la liberté. Maintenant, laissons parler le poète. Vladimir Mayakovsky, soyez bon avec les chevaux. Les sabots battaient, chantaient, comme qui dirait, clip, clop, clap, cloup. De vent enivré, de glace chaussée, la rue était patinée. Un cheval, sur sa croupe, s'étala. Et tout d'un coup, un fou rire éclata et vibra. Le canasson est tombé, il est tombé, le canasson. Moi seul ne mêlais pas ma voix au mugissement. Je m'approchai et vis les yeux éplorés du cheval. Cher cheval, il ne faut pas. Cher cheval, écoutez, pourquoi pensez-vous que vous faites moins bien qu'eux? Mon petit, nous sommes tous un peu des chevaux. Chacun de nous est un cheval à sa façon. Le cheval s'extirpa, se leva, hennit et s'en alla. Il frétilla de la queue, le petit roux, s'avança plein de joie, s'installa dans sa stalle, et il lui sembla encore être un poulain. Et il valait la peine de vivre, et travailler valait la peine. Camarades, chers copains et chères copines,
Et il valait la peine de vivre, et travailler valait la peine. Encore merci. Et maintenant, avant de passer au bal, je donne la parole au directeur du cinéma L'Aurore. Comme l'a dit le camarade Katz, le cinéma L'Aurore se trouvera ici même, dans l'ancienne maison catholique. Et en tant que directeur, je vous promets, camarades, que vous ne vous y ennuierez pas. Je vous invite dès demain à voir une œuvre qui a bouleversé la cinématographie mondiale, Octobre d'Eisenstein. La semaine prochaine, nous passerons les comédies Les Joyeux Garçons, Le Cirque et La Ruée vers l'Or. Et Les Brunes, les Blondes? Et Les Brunes, les Blondes aussi. On ne vous demandera qu'une chose, c'est de bien vouloir ramener quelques chaises et des bancs de l'église qui, de toute façon, sera bientôt liquidée. Oh. À bas le judéo-bolchevisme! Vive la Pologne! Convaincu, Riziek? Comme c'est triste, ce camarade. Mais revenons à des affaires plus réjouissantes. Au bal de ce soir, question organisation, chacun aura droit à 2 pannes gratuites. Yo! Tu danses? Tu danses, Rachel? Ça va mal finir, Menahem. Et non, tu verras. On va avoir un enfant, Menahem. Très bien, alors on se mariera. On n'a plus besoin de permission pour se marier maintenant et ça ne coûte que 3 roubles. Et le divorce, ça coûte combien? Le divorce, 5. J'ai une bête. C'est celui qui le dit qu'il l'est. Je vais te dire une chose, Rachel. Finalement, je crois que c'est pas si mal que ça, l'Union soviétique. Il n'y a plus de riches ni de pauvres, tous ces préjugés envolés. Un juif et un polonais peuvent danser ensemble et boire une bière, et ça gêne personne. Moi, je les déteste, ces voleurs en soutane. Tout ça, c'était de leur faute. Tu ferais mieux de te taire et de danser, Vladek. Ça va pas la tête, Zoka? Qu'est-ce que tu nous as fait tout à l'heure? Pourquoi tu faisais le cheval, Zoka? C'était pas un cheval, C'était quoi alors? c'était la Pologne. Tu danses? Avec les deux en même temps. Lequel tu préfères? Vous êtes des mufles l'un comme l'autre. Mais Eniek est le plus beau garçon. Santé! Santé. Tu sais quoi, Zygmunt? Il faut vivre sa vie et laisser les autres vivre la leur. Et tout ira bien. Ce qui est derrière nous, c'est du passé. Pas besoin d'y revenir. On est copains, nous ou non? Et on danse, camarades. Et 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Pour qui il se prend, Riziek? Pour un héros? Et maintenant, chantons! Je ne voulais pas du tout être un héros. Mais je ne supportais pas de voir comme ils nous rabaissaient, nous, les Polonais. Ils ont tout de suite pris mon père à cause du drapeau blanc et rouge. Et maintenant, je suis obligé de me cacher. Combien de temps faudra-t-il que je me cache comme ça? Toute ma vie? L'Union soviétique a cessé de me plaire finalement, et je suis arrivé à la conclusion qu'il fallait lutter, préparer une insurrection, rassembler des armes. J'étais polonais tout de même. On a fondé l'organisation secrète l'Aigle Blanc. Ils distribuaient la constitution soviétique. J'en ai pris un exemplaire et je l'ai lu. Et j'ai trouvé ce que je voulais, qu'en Union soviétique, le fils ne répondait pas des actes de son père. J'ai emprunté une feuille de papier au curé et j'ai écrit une lettre à Staline. On a reçu une lettre d'Abraham. Mes chères copines, mes chers copains, toute notre classe, quelles sont les nouvelles? Le monde entier est au courant des mauvaises nouvelles, mais moi, votre Abraham, j'aimerais avoir des nouvelles de Rachel, de Dora et de Zoka. Est-ce qu'elles sont mariées? Surtout Rachel, dont j'étais amoureux lorsque j'étais petit. Et quoi de neuf chez toi, Jacob Katz? Et que devient notre beau Menahem? Est-ce que toutes les jeunes filles lui courent toujours après? Et enfin, chez les 4 mousquetaires, Zygmunt, Riziek, Eniek et Vladek, moi, j'apprends et j'étudie. Mes études avancent bien. J'ai une femme, Déborah, qui attend notre premier enfant. Ne m'oubliez pas,
Bien à vous pour toujours, Abraham. Quelle nouvelle! Abraham était amoureux de moi, ça me fait une belle jambe. Bon, allez, je me suis dit. Et j'ai épousé Olek. Il était vieux, il ne voulait rien de moi, et on s'est arrangé avec lui pour que sa ferme me revienne après sa mort. C'était pas grand-chose, mais c'était déjà ça. Et qu'est-ce que je devais attendre? Ça a marché. Moscou a renvoyé la lettre au NKVD local. Ils m'ont dit que mon affaire allait être examinée et que je devais me présenter au poste de police. J'y suis allé. J'ai été reçu par le commandant en personne. Il m'a proposé une cigarette et m'a dit en polonais « Moi, content de vous connaître, monsieur Zygmunt. » Et il m'a demandé ce que je pensais de l'inauguration du cinéma, l'Aurore, et de Rysiek. Il a chanté par cœur tous les couplets de l'hymne polonais. On a ensuite discuté un long moment sur la question de savoir pourquoi les Juifs se soumettaient si facilement aux modèles étrangers alors que les Polonais étaient de si fervents patriotes. Il m'a proposé le pseudonyme Popov. On a décidé de commencer par tuer un commandant de la police politique. Je ne me souviens plus de qui était l'idée, je crois qu'elle était de moi. Tout était prêt, la cible, l'arme, je ne couchais plus à la maison au cas où. Le soir, on a bu un petit coup avec Zygmunt et Enyek. On a picolé sévère. Zygmunt avait ramené de la bognole. On a chanté les airs du chansonnier de l'antisémite et on a pleuré. Seigneur, toi qui as si longtemps protégé la Pologne des Suédois, des Turcs et des Tatars, et qui l'a libéré de l'occupant allemand Et des Russes. et des Russes. Puisses-tu, Seigneur, puisses-tu nous délivrer des Juifs, Seigneur. J'ai été complètement sous. Je n'ai même pas remarqué quand Zygmunt et Enyek sont partis. Ils sont venus chez moi en pleine nuit, ceux du NKVD. Ils m'ont dit de m'habiller et de ne pas prendre d'affaires. Je pensais qu'ils m'emmenaient au peloton d'exécution. Ils ne disaient rien, ils sentaient l'alcool, c'était l'hiver et il y avait beaucoup de neige. Ils m'emmenaient dans la forêt. Je tremblais de froid et de peur. Mon Dieu, pourquoi? Parce que je n'avais pas écrit dans mon rapport que Rysiek avait crié « Vive la Pologne !» Mon Dieu, ou alors à cause de cette lettre d'Abraham venant d'Amérique. On est arrivé devant la maison d'un garde forestier d'où ils ont fait sortir Rysiek et ils m'ont demandé « Qui c'est ?» J'ai répondu « C'est Rysiek ». Qu'est-ce que j'étais censé répondre? Rysiek m'a regardé, il a dit quelque chose mais je n'ai pas entendu. J'ai juste vu un des agents du NKVD le frapper au visage avec la crosse de sa carabine et Rysiek se couvrir de sang. Ils m'ont emmené dans leur bureau et m'ont demandé « Comment tu t'appelles ?» Rysiek, j'ai répondu. Et eux, tu mens. Tu t'appelles Lefresne et tu es le chef de l'organisation illégale Aigle Blanc. J'ai répondu « Ça va pas ?» Et là, l'un d'eux a sorti une matraque en bois. Ils m'ont jeté par terre. Ils m'ont bâillonné avec mon chapeau. L'un d'eux s'est assis sur mes jambes. L'autre me tenait la tête. Et le troisième s'est mis à me frapper. Mais me frapper tellement fort qu'ils ont réduit mon chapeau en lambeaux. Ensuite, ils m'ont fait m'asseoir sur un tabouret, ils m'ont attrapé par les cheveux. Ils se sont mis à frapper ma tête contre le mur, j'ai cru qu'ils allaient la fracasser. Ils m'arrachaient les touffes entières de cheveux, et ils me répétaient sans cesse d'avouer et de dire qui appartenait à notre organisation. Je me suis dit que si je leur disais, ils frapperaient les autres. Autant que je sois le seul à souffrir alors. Je ne pensais pas qu'on pouvait endurer autant. Il fallait que je sacrifie quelqu'un. Enyek ne l'aurait pas supporté, sans parler de Vladek. Rysiek était fort, lui. J'ai eu de la chance. En rentrant de la maison du garde forestier, Zygmunt m'a dit de me cacher, au cas où. Ils ont pris Rysiek. Alors je suis allé à la campagne, j'ai logé chez plusieurs prêtres, tantôt ici, tantôt là. Je donnais un coup de main à l'église, dans la sacristie ou au presbytère, jusqu'à l'arrivée des Allemands. Après ce qui s'est passé avec Rysiek, quand j'ai vu que Zygmunt et Enyek devaient se cacher, j'en suis arrivé à me dire qu'on n'était pas assez mûrs pour déclencher une insurrection. Moi aussi, je me cachais un peu, au cas où. Ils ont pris le moulin de mon père et l'ont nationalisé. Ils ont mis un soviet à cette direction et tout juste un mois plus tard, le moulin a cessé de fonctionner. Alors ils ont convoqué mon père. Il s'est avéré qu'ils avaient bloqué la turbine, une turbine suisse, une turbine Francis. Mon père l'avait faite venir de Zurich en 1937. Elle coûtait plus qu'une nouvelle Mercedes, 5 000 $. C'était notre plus grand trésor. Mon père n'a pas pu le supporter, il s'est tassé, il s'est assombri, il est tombé malade et quelques semaines plus tard, il est mort. Comme s'il s'était évaporé dans les airs. Je me suis mise à apprendre l'allemand. J'ai fini par détester projeter des films. Il était impossible d'avoir de nouveaux titres. Je partais en délégation, c'était pas désagréable,
Des dîners, des hôtels, des admirateurs du cinéma et surtout des admiratrices. Mais combien de fois peut-on voir Joyeux Garçon, le cuirassé Potemkin ou même Chaplin? Aucun pouvoir sur Terre ne peut obliger qui que ce soit à aller voir 2 fois le même film. J'avais peur. J'avais de plus en plus peur. Menahem rentrait de plus en plus tard et toujours saoul. On se disputait parce que notre enfant était tout le temps malade. Tu es encore saoul, espèce d'idiot! Arrête, poupée, ou bien je divorce. Alors divorce une bonne fois pour toutes et va retrouver tes petites putains! Une nuit, ça devait être en mars ou en avril parce que c'était l'époque du dégel. 3 personnes m'ont emmené sur une charrette jusque dans la forêt. Ils m'ont donné une pelle et m'ont ordonné de creuser un trou. Tu resteras ici, qu'ils m'ont dit. Je me suis mis à creuser sans dire un mot. J'ai regardé une fois le ciel, il était plein d'étoiles. J'ai vu d'un coup d'œil la grande ours et l'étoile polaire, et tout d'un coup je me suis senti triste et plein de regrets. Surtout de me voir là mourir si jeune. Et à cause de qui? À cause d'un copain de classe, Jacob Katz. J'ai terminé de creuser mon trou et je leur ai dit que j'avais fini. Bon, a dit le lieutenant, on ne t'exécute pas aujourd'hui. Réfléchis encore un peu et avoue. Si tu avoues, tu rentreras chez toi. Sinon, on te ramènera ici. Ton trou est déjà prêt. Il t'attendra. Tout ça est devenu insupportable. Ils arrêtaient sans cesse des gens et les déportaient. On devait faire la queue pour tout, pour le pain, la cacha, les pommes de terre, le sel, l'essence, pour tout. C'était à devenir fou, il n'y a qu'au cinéma qu'il n'y avait pas la queue. Je n'avais aucune nouvelle de mon père, ni de Riziek. Est-ce qu'ils se cachaient toujours? Est-ce qu'on les avait déportés en Sibérie ou exécutés? Il y avait tellement de gens qui disparaissaient sans laisser de traces. Un jour, le commandant m'a convoqué pour me demander quelque chose. Et moi, je me suis énervé. Je lui ai dit qu'il n'avait pas tenu sa parole, qu'il n'avait pas libéré Riziek ni mon père, et que j'arrêtais de travailler pour eux. Il n'avait qu'à trouver quelqu'un d'autre. Le commandant a souri, il m'a répondu. Mais qu'est-ce que tu crois, qu'on n'a personne d'autre, Popov? Tu crois vraiment être le seul à cafarder? Leçon 7. J'ai fait un rêve bizarre cette nuit. Un rêve horrible. Je sors sur le perron, je regarde et je vois partout le long de la barrière et devant la grille ouverte des loups noirs qui montrent leur crocs. Mon Dieu, je me dis, mais qui leur a ouvert la grille? Je ferme la porte et les loups viennent jusqu'aux fenêtres. Ils sautent, enragés. Ils cassent les vitres avec leur gueule. J'attrape les prisonniers, je les frappe en pleine tête, ça ne change rien. Je me réveille. Quelqu'un frappe à la porte. Mon cœur manque de s'arrêter tellement j'ai peur. J'ouvre. C'est Menahem avec une valise. Jacob, cache-toi jusqu'à ce que tout ça finisse. Où est-ce que je pourrais me cacher? Et moi? Et le petit et nous, Menahem? Dora, ils ne vous feront rien, vous ne sors pas de la maison, ne te montre pas. Je reviendrai quand tout ça sera fini. Ah, je te l'avais bien dit, Menahem. Ne mets pas les pieds là où tu ne devrais pas. Je voulais lui parler de la lettre d'Abraham, mais il a tourné les talons et il est parti. Je me suis rasé, lavé, parfumé, j'ai mis des sous-vêtements propres, ma chemise blanche du dimanche et un beau costume. J'ai nettoyé mes chaussures, j'ai mis mes papiers, un peu de fric et la lettre d'Abraham dans ma poche et je suis sorti. Il n'y avait pas grand monde dans la rue. L'arche de bienvenue était toujours là avec sa croix gammée faite de pommes de pin. Elle avait une piètre allure. La nôtre, il y a 2 ans, avec le marteau et la faucille, c'était autre chose. Voilà ce que je me suis dit en passant devant. Je les ai vus alors qu'ils débouchaient de la rue de l'école. Eux, c'est-à-dire Vladek, Eniak, Riziek et Zygmunt. Riziek avait une sale tête, il avait le visage tout bleu. C'est moi qui l'ai vu le premier, j'ai dit « Oh !» Jacob. Quel Jacob? Jacob Katz. Ils se sont arrêtés à 10 pas de moi environ. Ils me regardaient. Je voulais leur dire que j'avais reçu une nouvelle lettre d'Abraham et que je l'avais dans ma poche. Mais ils me regardaient d'une telle façon que j'ai fait demi-tour et j'ai commencé à m'enfuir. Retenez-le! Attrapez-le! Chopez-le! Je l'ai rattrapé, il m'a fait un croche-pied. J'ai trébuché et je suis tombé. Ils se sont mis à me donner des coups de pied. Moi, je n'en donnais pas. Voilà ce que tu mérites, Jacob Katz! Fils de pute! Mouchard! Qu'est-ce que je pouvais leur dire? Que c'était pas du tout ce qu'ils pensaient? Leur demander de quoi il s'agissait? Je ne pensais qu'à protéger ma tête, mon ventre, mes organes génitaux. J'ai senti mes côtes se briser, je me suis dit tant pis, ça guérira. Ce n'est qu'une punition pour une bêtise. Tout d'un coup, ils ont cessé de me battre. Je me suis dit que j'allais leur dire quelque chose maintenant, mais leur dire quoi? Ma bouche se remplissait d'un liquide visqueux, j'ai craché sur ma main et j'ai vu que c'était du sang. J'étais caché dans les groseilliers des Pessinovitch devant lesquels ils frappaient Jacob Katz. À travers la palissade, je les ai vus lui donner des coups de pied puis s'arrêter tout d'un coup. Ils étaient essoufflés, comme les marathoniens au cinéma.
J'ai vu Jacob Katz se lever lentement et partir. Il zigzaguait comme s'il était sous. Il en a assez, j'ai dit. Laissez-le. M'en aller, pensais-je, m'en aller le plus loin possible, comme ça ils me laisseront tranquille, juste m'en aller. Le soleil brillait. Un cheval attelé à une charrette me regardait. Je suis allé arracher un pieu à la palissade des Pessinovic. J'ai arraché un pieu à la palissade des Pessinovic. J'ai arraché ces pieux presque sous mon nez et ils ne m'ont pas vu. Ils étaient pris d'un tel amok. Je me suis caché dans les groseilliers et j'ai reculé en crabe jusqu'à l'autre bout du jardin des Pessinovic. Je me suis dit que j'irais jusque chez Zoka à travers la forêt. Peut-être qu'elle me cacherait. Il n'y avait personne chez elle. Je me suis caché dans la porcherie. Au bout d'un moment, je vois Zoka arriver avec un seau pour les cochons. Je lui dis « Zoka !» Oh mon Dieu, qu'est-ce que tu fais là, Menahem? Cache-toi, Zoka, il me cherche. Qui te cherche? Zygmunt, Riziak, Eniak et Vladek. Ils ont frappé Jacob Katz avec des pieux. Cache-toi dans le grenier de l'étable. Oleg ne met jamais les pieds. J'ai arraché le plus gros pieu de la palissade. Quand Katz est arrivé sur la grande place, je l'ai rattrapé et lui ai foutu un coup sur la gueule. Il a fait quelques pas et s'est écroulé devant la porte de sa maison. Je l'ai frappé plusieurs fois avec le pieu qui s'est brisé. Les gens ont commencé à s'attrouper. J'ai dit que c'était un fils de pute qui avait dénoncé Riziek au soviet et qu'à cause de lui, mon père était mort en Sibérie comme beaucoup d'autres Polonais. Et je lui ai flanqué un coup de pieu. Ils l'ont battu avec ses pieux. Il en a assez, j'ai dit. Mais quelqu'un dans la foule, une femme, a dit « Je crois que non ». Tout le monde était planté là et regardait. Katz grattait le pavé avec ses ongles. Je ressentais une telle douleur que je ne ressentais plus rien. Je me suis dit que tout ça était bien drôle. J'étais bon en physique, en chimie et en maths. Et je ne me souviens plus de la loi d'Archimède. Et je meurs devant ma propre porte. Je crois qu'il souffrait. Il n'arrivait pas à mourir. Il m'a fait pitié. J'ai pris un pavé. À vue d'œil peut-être 10 ou 15 kilos. De toutes mes forces d'en haut, je lui ai jeté sur la tête. Son sang a giclé sur mon visage. Je l'ai pris sur mon doigt. C'était le cerveau de Katz. Riziek s'est léché le doigt sur lequel il y avait du sang et un bout du cerveau de Katz. J'ai vomi. Il y avait de plus en plus de monde autour de nous. J'ai dit « Mesdames et messieurs, il y a encore d'autres Katz dans notre monde. » Et l'autre cinéphile de Menahem? Je dois aller voir ma mère. Je lui ai promis de rentrer et elle m'attend. Et je suis parti. Mais pas chez ma mère. Je suis allé chez Rachel. Je lui dis « Cache-toi quelque part. Ils ont tué Jacob Katz sur la grande place. » Qui a tué Katz et où dois-je me cacher, Vladek? Je vais te cacher, Rachel. Je me suis lavé à la pompe sur la grande place. On va chez le cinéphile. J'ai fait les poches de Katz. Il y avait un passeport, 10 roubles, un mouchoir propre et cette lettre d'Abraham. Mon cher copain Jacob Katz, j'ai fini mes études et, en tant que futur rabbin, tout droit sorti de l'école, j'ai abattu mon premier petit veau. Un après-midi, avec toute la yeshiva, nous sommes allés à Battery Park où avaient lieu des régates. Et de l'esplanade, on avait une superbe vue sur Liberty Island avec the Statue of Liberty. Et oui, maintenant ma langue est l'anglais. Et quoi de neuf chez toi? Et dans notre classe? Pourquoi personne ne m'écrit? Je vous embrasse, bien à vous pour toujours. Abraham Baker, post-scriptum, je pense souvent à vous tous. J'étais furieuse contre Menahem. Il n'était jamais là quand on avait besoin de lui. Le petit avait la colique. On a frappé à la porte. Qui est-ce? L'armée polonaise. Je plaisantais. Où est Menahem? Je ne sais pas. Il est parti. Il ne fait que ça, partir. Il a fait sa valise et il est parti. Il a fui avec les soviets. Il hurle, va le coucher. Il faut qu'on discute, Dora. Il hurle parce qu'il a la colique. Donne-le-moi. À la guerre, comme il fait bon d'y aller. À la guerre.
tu dis que ce fils de pute de Menahem a fui avec les soviets, Dora. Il a fait du mal aux Polonais, il s'est enfui. Il n'a rien fait de mal. Qu'est-ce qu'il a fait? Vous savez très bien ce qui s'est passé. C'est Jacob Katz qui a commencé. Katz ne pipera plus un mot. Il gît sur la grande place et son cerveau à côté. J'ai eu chaud tout d'un coup. Voilà ce qui s'est passé, Dora. Et toi, Dora, les soviets t'ont laissé des cicatrices? Ça va pas, Zygmunt. Je sentais que je rougissais. Je sentais ma bite bander si fort qu'elle me faisait mal. J'étais content parce que je croyais que les soviets me l'avaient amoché pour de bon. On va voir si tu en as, toi. Il m'a attrapé par la tête et m'a tiré sur le lit. Riziak a arraché mon chemisier et ma jupe. Je n'avais rien en dessous, j'étais à la maison. Je me débattais, j'ai essayé de donner des coups de pied, mais quelqu'un me tenait les jambes. C'est moi qui lui tenais les jambes. Je criais, mais je sentais que je commençais à mouiller. Elle criait en yiddish. Nein, nein, nein! J'ai dit à Riziek, Mazel Tov, Riziek. On lui a écarté les cuisses avec Enyek, j'ai déboutonné mon pantalon et je la lui ai foutu en entier. Je me suis vidé presque tout de suite. Elle criait, ma bite s'est remise à bander, j'ai commencé à la baiser. J'ai ressenti un plaisir que je n'avais jamais connu avant. Je me suis vidé dans mon pantalon rien qu'en les regardant. Quand Riziek est sorti d'elle, je lui ai dit tiens là, et je la lui ai foutue. Elle se débattait dans tous les sens, mais les gars la tenaient bien. Je me suis vidé et j'ai dit à Enyek, vas-y, je la tiens. Et toi Enyek, prends-la et baise-la. Allez, arrête, j'ai dit. Alors tu vois bien, Dora. Riziek a des cicatrices après les soviets et pas toi. Je ne disais rien pour ne pas les énerver. Je ne faisais que penser à me couvrir avec le dessus de lit, mais je ne l'ai pas fait, parce que j'avais peur que ça les énerve. J'étais allongée, nue, et j'avais mal partout, mais je ne disais rien. J'ai ouvert le buffet. Il y avait une vodka colorée dans une carafe. J'en ai versé dans des beaux verres en cristal. Et on l'a bu. Avec Zygmunt. Un coup, 2, 3. Avec Zygmunt, parce qu'Enyek ne buvait pas. J'avais envie de gerber. Allez, messieurs, en route pour la ville, allons voir ce qui s'y passe. Et ils sont partis comme ça, tout simplement. Ils ont fermé la porte derrière eux et ils sont partis. Le pire, c'est que je sentais comme tout me faisait mal, mais ce mal était agréable. J'ai été violée par une horde sauvage et quoi? Du plaisir! C'est ça qui m'a fait mal. Qui suis-je? En plus, je n'arrivais pas à oublier les yeux de Riziek. Sauvagement beau. Mon Dieu! Le silence m'a frappé tout d'un coup. On n'entendait pas le petit. Qu'est-ce que Zygmunt lui a fait? Je me suis précipitée dans la cuisine. Le petit Igor était assis dans son panier. Il suçait bruyamment sa tétine et souriait. Dans un salon parisien, plein de faste et de luxe, et dans l'âme de Chopin jouaient les violons paysans. L'opérette, la mazurka et le saule de Mazoville, toutes ces notes polonaises qu'en famille chérie. Dans un salon parisien, plein de faste et de luxe, et dans la mode de Chopin jouaient les violons paysans. Le bruit de la mazurka et le sol de Mazoville, toutes ces notes polonaises qu'en famille chérie. Leçon 9. J'étais toujours dans cette étable et la canicule me rendait fou. Je vais en ville, je vais voir ce qui se passe. Va voir, Zoka, je t'en supplie. Et Dora, et le petit Igor, qu'est-ce qu'il fait chaud. Mais cache-toi, Menahem, je t'en supplie, parce que si Oleg te voyait... Je suis allé au numéro 10 de la Grand Place pour voir s'il ne restait pas des documents qui traînaient au NKVD. Et si je pouvais retrouver ma lettre à Staline. C'est de ça dont j'avais le plus peur. C'est la seule lettre que j'avais signée de mon propre nom. Tout le reste était signé Popov. Mais les gendarmes étaient déjà là, il ne restait plus une seule trace, ni du NKVD, ni de quelconque document. Il y avait un nouveau maire qui m'a présenté à l'Amtscommandant en disant que les soviets avaient tué mon père et qu'on pouvait donc compter sur moi. L'Amtscommandant, élégant, d'âge mûr, un Autrichien, disait-on, en uniforme repassé à l'écharpe de soie blanche, m'a regardé et m'a dit en polonais « Gut, tu vas nous aider à faire de l'ordnung avec les Juifs ?» J'ai caché Rachel dans le grenier. Même ma mère ignorait qu'elle était là. De toute façon, elle n'aurait pas réussi à grimper toutes ces marches. Je ne faisais pas un seul bruit. J'avais même peur de respirer. Il faisait une chaleur épouvantable. J'ai couru en ville. Sur la Grand Place, les Juifs désherbaient le pavé avec des cuillères.
Autour d'eux se tenaient des paysans munis de bâtons. Derrière eux, une foule de paysannes et d'enfants, comme à la kermesse. De jeunes juifs faisaient le tour de la place en portant des morceaux de la statue de Staline et ils chantaient en russe l'hymne soviétique. Le rabbin avançait à leur tête en portant son chapeau sur une canne. Il avait de la peine à marcher. C'était la canicule. Ils ruisselaient tous de sueur, mais ceux qui portaient les gravats, même s'ils étaient à moitié morts, chantaient avec entrain. Des musiciens les accompagnaient à l'accordéon et à la clarinette. Ils faisaient peine à voir. Quand un juif restait un peu en arrière, un des paysans le rouait de coups avec un bâton ou une matraque. Tout d'un coup, Eniek est apparu avec un gros bâton de bois dans la main. « Et qu'est-ce que tu fais planter là, Vladek? Prends un bon bâton, toi aussi, et donne un coup de main pour l'enterrement du camarade Staline. » D'accord, je vais chercher un bon bâton et je vais donner un coup de main. Mais en fait, je suis allé à l'autre bout de la place et je n'ai fait que regarder. J'ai vu Zygmunt frapper le tailleur Elus avec une matraque. Tu voulais t'enfuir, hein, sale gueule? Abandonner ta famille et t'enfuir? C'est comme ça que se comporte un homme? C'est comme ça que se comporte un communiste, pas un homme. T'as pas entendu l'ordre de l'Amtskommandant? Tu dois rester là et nettoyer la terre que tu as souillée de ta présence, compris? Mon Dieu, me suis-je dit, qu'est-ce qui se passe? Je suis rentré à la maison, je suis monté au grenier et j'ai dit à Rachel, Rachel, reste ici, ne sors surtout pas, il se passe des choses horribles. Je crois que c'est un pogrom. Et maman, et Rebecca, et Rose. Elle désherbe la Grand Place. Vladek, aide-les, je t'en supplie. D'accord, j'y vais, je vais voir, je vais essayer. Mais je n'ai même pas essayé. Comment les sauver tous? On les a emmenés dans la grange près du cimetière juif. Les gars les ont autorisés à s'asseoir par terre. Ils sont tous tombés comme morts. Ils respiraient difficilement. L'orchestre jouait le dernier dimanche. J'ai jeté un œil dans la grange. Dans l'un des fenils, il y avait un trou fraîchement creusé. Il y avait Sielava Lerzic, Stasiek Kuternoga, Tarnaki, le boucher Vassilievski, Olek, le mari de Zoka, le vieux Valek et Riziek. Ils avaient des haches et de longs couteaux de boucher pour abattre les porcs. Valek avait une masse de forgeron. Mon Dieu, je pensais. Ils ont amené le rabbin, le tailleur Élus en premier. Sielava leur a dit de se déshabiller. Le rabbin tremblait de tout son corps. On s'est mis à rire en voyant qu'il tremblait comme ça, et le rabbin s'est mis à rire en voyant qu'on riait. Alors Sielava s'est approché de lui par derrière et lui a flanqué un coup sur la tête avec le dos de la hache. Le rabbin en a sursauté et il est tombé. Alors Sielava a planté sa hache dans le sol, a sorti un couteau de sa ceinture d'un geste vif, a attrapé le rabbin par la barbe et l'a égorgé d'un seul coup d'une oreille à l'autre. Son sang a giclé. Prends-en de la graine, fiston, m'a-t-il dit. Et il a essuyé son couteau dans le sable. On a pris le rabbin par les mains et par les jambes, on a pris de l'élan et on l'a jeté dans le trou. À ce moment-là, le tailleur est tombé dans les pommes, on n'avait donc pas grand-chose à faire avec lui. Après ça, Sielava a réparti le travail. 6 d'entre nous devaient déshabiller les juifs puis les tenir. 3 chacun, 2 par les mains, 1 par les jambes. Bronek devait les assommer avec la hache et Valek avec la masse. Et Sielava avec le boucher leur couper la gorge et le ventre pour que la terre ne tremble pas après. Ils peuvent déjà être contents qu'on les tue en chrétiens, a dit Sielava. Et pas comme ils égorgent leurs pauvres bestiaux. Jusqu'à ce qu'ils se vident de leur sang, tout seuls. Je devais les tenir par les jambes. Quand je serai fatigué, tu me remplaceras, a dit Sielava. Mais pour l'instant, regarde. Je ne pouvais pas regarder, alors je suis retourné sur la Grand Place. J'étais sur la Grand Place et je grattais l'herbe qui poussait entre les pavés avec une cuillère. Il y avait une foule tout autour, que des personnes connues. Des voisins. Ils regardaient, ils plaisantaient. Les pires, c'étaient les merdeux de 12-15 ans. Ils nous jetaient des pierres, ils nous frappaient avec des bâtons, ils voulaient nous violer. Les vieilles paysannes riaient aux éclats. Et cette canicule avec ça. Un enfant hurlait, il avait soif. Moi aussi, j'avais terriblement soif. J'ai vu Zoka dans la foule, je lui ai fait signe et elle s'est approchée de moi. Zoka, donne-moi à boire. De l'eau? De l'eau, n'importe quoi. Zoka, qu'est-ce qui se passe? Et d'après toi? Ils vont vous garder un moment et puis ils vous relâcheront. Zoka, prends Igor, cache-le, j'ai peur. Mais Naëm va revenir. Moi prendre Igor? Dora, mais qu'en dirait Oleg? Ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Riziek, Zygmunt et Eniek m'ont violée, Zoka. J'ai cru que j'allais tomber par terre. Je me suis sentie faible, je me suis éloignée, je suis rentrée à la maison. Et elle ne m'a même pas apporté l'eau. Une copine. Sur le chemin du retour, je réfléchissais en boucle. Que faire?
L'enfant d'un autre, il ne manquait plus que ça. Je suis sortie de la ville, Menahem faisait le guet dans l'étable. Alors, Zoka? Alors quoi? Il frappe, il viole, il torture. Tu as vu Dora? Où est-ce que j'étais censée la voir? Zygmunt est venu nous dire de nous placer 2 par 2. Monsieur l'Amtscommandant et monsieur le maire, dans le souci de votre propre sécurité, ont ordonné de vous enfermer dans la grange. Demain, vous partirez pour le ghetto. Vous voyez ce qu'on reproche aux serviteurs des soviets. Obéissez aux ordres. Si vous n'obéissez pas, vous voyez ce qui se passe. Vous n'aurez qu'à vous en prendre à vous-même. On s'est gentiment placés 2 par 2, comme à l'école ou en classe verte. Et on s'est gentiment dirigé vers la grange. Nos voisins marchaient à côté de nous et surtout nos voisines. Elles criaient « Bien fait pour vous, meurtrier de Dieu, diable, communiste ». Qu'est-ce que ça voulait dire tout ça? Zygmunt avait pourtant bien dit qu'il nous emmènerait au ghetto. À l'angle de la rue du cimetière, il y avait Riziek. Il était sale, il y avait de la folie dans ses yeux. J'ai crié « Riziek !» Il m'a donné un tel coup de matraque que j'ai failli lâcher mon enfant. Qu'est-ce que je pouvais faire? Tout le monde regardait. Elle me faisait pitié, elle était vraiment jolie. Comment tout le monde a-t-il pu rentrer dans cette grange? Tout le village. Mon Dieu, 1600 enfants, femmes et vieillards. 1600, n'importe quoi. Même si on les avait entassés les uns sur les autres comme des sardines, ils n'auraient jamais pu tenir aussi nombreux là-dedans. Il n'était même pas 1000, au maximum 700, et peut-être même moins. Ils nous frappaient en nous poussant dans la grange. Certains étaient très résistants. La terre semblait avoir été fraîchement remuée. Du sable jaune et de la paille étendue sur le sol. On y avait enterré les juifs égorgés avec la statue. On étouffait, une canicule. Les femmes s'évanouissaient, les enfants hurlaient. Comment devait-on y passer la nuit? On a bloqué les portes avec des piquets et des pierres, des blocs de pierre pour être plus précis. On a senti une odeur d'essence. Le silence est tombé tout d'un coup. Quelqu'un a dit que c'était pour désinfecter. Vassilevski versait l'essence. C'était un petit nabot, mais il était souple. Il courait sur le toit comme un singe. On lui faisait passer les bidons. Quand il a fini de verser l'essence, je lui ai fait une blague en ôtant discrètement l'échelle. Quand Vassilevski a vu qu'il n'y avait plus d'échelle et qu'on avait allumé les torches, il s'est mis à crier « Rendez-moi l'échelle! Putain, putain, putain !» Il hurlait comme un fou, il a fini par sauter du toit. On se tordait de rire. Tout le monde a reculé et on a mis le feu à la grange des 4 côtés. Le feu a littéralement explosé. C'est sûr, c'était l'été. Le toit était sec et c'était un toit de chaume avec ça. C'était un cri qu'on ne peut pas oublier, mon Dieu. On pouvait faire voir la fumée noire à 10 km à la ronde. Il a fait sombre à cause de la fumée. Les pleurs ont commencé, puis les cris, puis la toux. Pourquoi? Zygmunt avait pourtant bien dit qu'il nous emmènerait au ghetto le lendemain. Menteur. Quelqu'un m'a attrapé par les cheveux et m'a tiré. J'ai perdu mon enfant. Quelqu'un m'a frappé, j'ai rendu le coup et ce Riziek. Pourquoi? J'ai senti que je piétinais quelqu'un et que quelqu'un me piétinait. Et Menahem, qui doit sûrement être avec ses putains. J'ai commencé à tousser, à étouffer, à dégueuler. J'ai fini par me pisser dessus. C'était ça la vie. Couche-toi, soleil, puisque tu dois te coucher. On a mal aux pieds à force de marcher. On a mal aux mains à force de travailler. On a mal aux pieds à force de marcher. Quand tout s'est calmé, on a enterré les juifs à côté de la grange, ce qui était très désagréable, mais bon, il fallait bien que quelqu'un le fasse, surtout que M. l'Amtscommandant nous a dit « Brûler les juifs, ça vous savez faire, mais qui va nettoyer après vous ?» On s'est réunis munis de pelles, de fourches, de haches et de pioches parce que les juifs n'étaient brûlés que de l'extérieur, et au milieu ils s'étaient plutôt étouffés, et en plus, ils étaient entrelacés comme les racines d'un arbre, parce que c'était principalement des femmes et des enfants qui s'étaient pris très fort dans les bras et s'étaient agrippés les uns aux autres, si bien qu'il a fallu les mettre en pièces et les jeter en morceaux dans le trou.
C'était horrible. Et avec ça, une puanteur abominable, une odeur de brûlé et de merde. J'ai dégueulé 2 fois. Le plus désagréable pour moi, c'est quand je suis tombé sur ma copine de classe, Dora, et son enfant qui s'était agrippé à elle. J'ai carrément éclaté en sanglots et je n'ai pas permis qu'on les hache. Je les ai enterrés comme ils étaient. Certains essayaient de trouver de l'or, c'est-à-dire des dents en or, mais une mauvaise surprise les attendait parce qu'à la fin, l'Ams Commandant leur a ordonné de retourner leurs poches et de se déshabiller complètement. Et quand l'Ams Commandant trouvait quelque chose, il se prenait une sacrée raclée. Une fois que c'était fini, je suis rentré à la maison, je me suis lavé, j'ai mis des vêtements propres, j'ai pris une bouteille, je suis allé voir Zygmunt, Eniek et Riziek, et là je leur ai dit « On est des copains de classe, ce qui s'est passé c'est du passé, maintenant voilà, moi j'ai sauvé Rachel et je veux l'épouser. » D'accord, Vladek, si c'est ce que tu veux, c'est ton affaire. Le cœur a ses raisons. Mais tu dois d'abord la baptiser et te marier à l'église, comme tout le monde. Je suis allé voir ma mère et je lui ai dit que Rachel allait se faire baptiser, qu'elle serait catholique et que j'allais l'épouser, à l'église. Ma mère n'a rien dit, elle s'est juste mise à pleurer. Alors je n'ai rien dit, je suis monté voir Rachel pour lui dire ce qu'il en était et lui demander ce qu'elle en pensait. Me faire baptiser, me marier, à l'église, moi. Rachel, c'est pour te sauver, toi tu es enfermé là, tu n'as pas idée de ce qui se passe dehors. Il n'y a plus un seul juif chez nous, tous assassinés. Le baptême, c'est ta seule chance. Je me suis mis d'accord avec les garçons. Ils ont accepté de nous aider, Zidiek, Riziek et Eniek. Ces assassins. Rachel, ce sont nos copains. On est allé au mariage en calèche. L'ambiance était gaie. On ne s'est disputé qu'une seule fois quand ils ont demandé quel nom de baptême on donnerait à Rachel. Et quel nom de baptême va-t-on donner à Rachel? Marie. C'est joli. Tu es fou, Vladek. Tu veux donner le nom de la Vierge Marie à une juive? Et la Vierge Marie était quoi d'après toi? On n'a qu'à choisir Mariana. Marie-Anna? C'est mieux, c'est beaucoup mieux. Ça peut aller, Mariana. C'est joli aussi. Et c'est ainsi que je suis devenue Mariana. Dans cette calèche traversant la ville où il n'y avait plus un seul juif. Et dans les maisons juives, aux fenêtres, sur le pas des portes et sur les perrons, les nouveaux propriétaires m'observaient avec haine. Je n'avais même pas besoin de fermer les yeux pour voir à côté d'eux tous les habitants d'avant. C'est là que je me suis dit pour la première fois que le fait que je sois en vie n'avait aucun sens. Tout est allé très vite. Le curé ne s'est même pas déplacé. C'est un jeune prêtre qui nous a mariés. Il était très gentil. Sur le chemin du retour, les rues étaient déjà vides. Seule une femme a craché en nous voyant. Ça porte bonheur. La mère de Vladek avait préparé la table. Des saucissons, du fromage de tête, de la choucroute, du jus de fruits et de la vodka. Mais toute notre classe était là. Presque toutes. Moi. Et moi. Et moi. Moi aussi j'y étais. Et moi? Moi aussi. Mais moi aussi, en quelque sorte. Moi, je n'y étais pas, mais aucun m'a tout raconté. Chère Mariana et mon cher Vladek, je voulais vous souhaiter sur ce nouveau chemin de vie, chemin ô combien difficile, mais peut-être que tout vous réussira, mes meilleurs vœux, que votre amour dure toujours. Et maintenant, chantons tous ensemble pour la jeune mariée qui s'avère être orpheline, notre chant de mariage orphelin. Qu'elle sache et se souvienne qu'on se souvient de tout. Mais buvons d'abord, santé, Mazel Tov. Mazel Tov! Qu'y a-t-il dans la chambre? Quels sont ces pas que l'on entend? C'est notre Mariana qui cherche sa maman. Elle est entrée dans la maison et se tord les bras. Ma petite maman.
car je suis emmuré et à triple tour enfermé. Tout d'abord par 3 planches de bois, puis par du sable jaune, et enfin par la pelouse verte. Ma fille adorée, tu te marieras sans moi. Va ma fille, va te marier, que Dieu t'accompagne et que Marie te bénisse. Et après, elle cherche son papa, sa petite sœur, son petit frère, et ainsi de suite. Santé, Mazel Tov, Lehaim. Santé, Lehaim, Mazel Tov. Merci les copains, merci. Nous sommes heureux avec Mariana que vous soyez là avec nous. Mangez et buvez. C'est à la bonne franquette, mais il y a tout ce qu'il faut. Ma petite maman a tout préparé. C'était pas facile, mais un mariage sans choucroute, c'est pas un mariage. Du bon petit fromage de tête, du jambon et du bon petit bacon. Et du filet de porc. Mariana, maintenant, en tant que chrétienne, tu dois apprendre à manger comme nous. Allez les copains, Lehaim. Lehaim. Et maintenant, chers jeunes mariés, c'est le moment des cadeaux. Un chandelier en argent, il vous plaît? À qui est-il? C'est le mien! Mon Dieu, putain. Merci. Il est magnifique. Et de ma part, un plateau en argent. À qui est-il? À moi. Mon Dieu. Putain. Merci. Magnifique. De ma part, un sucrier en argent. À qui est-il? À moi. Mon Dieu! Putain. Merci. Magnifique. Une nappe et des serviettes. À qui sont-elles? Ce sont les miennes? Ah oui, c'est Oleg qui me les a apportées. Mon Dieu. Putain. Magnifique. Lehaim. Et maintenant que tout le monde danse le tango milonga. Lehaim. Tu danses, Zoka? Avec toi, Zygmunt, toujours. Quoi de neuf à la campagne, comment va le vieux? Rien, il ne fait que gémir et grogner. Alors tu seras bientôt veuve et riche, et tu vas avoir besoin d'un gars. Pense à moi. Arrête un peu, Zygmunt. Tu danses, Riziek? Je ne pouvais rien faire, Dora. Je voulais t'aider, mais je ne pouvais pas. Tout le monde regardait. Je t'aimais, et toi tu as épousé Menahem, mais moi je t'aimais. Va-t'en maintenant, Dora, dégage. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi. Va-t'en. Mais qu'est-ce qui t'arrive, mon vieux? Mais range ton flingue. Tu es sûr? Rentre chez toi. Qu'est-ce qui se passe ici, bordel? Et toi, Zygmunt? Tu t'imagines que Rizek ne découvrira jamais qu'il a dénoncé aux soviets? On ne peut pas enterrer la vérité. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qui est là? Bon, les copains, chère classe, je voudrais vous confier mon plus grand secret et mon plus grand rêve qui vient de se réaliser. L'évêque est d'accord. Je pars au séminaire pour devenir curé. Comme je suis heureux pour toi. Lehaim. Lehaim. Allez, viens, couchons, Ladek, ça suffit. Leçon 11. Il s'est écroulé ivre-mort sur le lit. Je lui ai ôté ses chaussures, mais je n'ai pas réussi à lui enlever le pantalon. Je me suis couchée à côté de lui, je n'arrivais pas à m'endormir. Je pus la vodka, mais il fallait que je boive. Comment ne pas boire à un mariage? Mon Dieu, Menahem, c'était horrible. Pauvre Rachel. Quelle vie l'attend maintenant? Quelle vie nous attend? Mon Dieu, mon Dieu. Je l'ai serré fort dans mes bras. On a commencé à faire l'amour. Mais fais attention. Je fais attention. Il ne manquerait plus que ça. Zoka. Le lendemain, Vladek m'a réveillée, sans dire un mot, il m'a écarté les jambes et il est entré en moi, ça faisait mal, c'était ma première fois. Il avait les yeux injectés de sang, il puait la vodka et la choucroute, il est venu vite. Il s'est allongé à côté de moi en allumant une cigarette et m'a dit « Ma mère a déjà tout rangé. C'était vraiment ta première fois? Pourtant on dit que les juifs sont des putes. » Qu'est-ce que je pouvais répondre à cela? J'ai pensé à tout ce qui s'était passé, à maman, Rebecca et Rose, que les Polonais avaient brûlés dans la grange, à papa qui est mort parce qu'il ne pouvait pas supporter de voir ce que les soviets faisaient à son moulin, et au fait que j'étais toute seule à présent, avec un Polonais stupide et sa mère stupide qui me traite encore pire qu'un chien, parce qu'au moins les chiens leur parlent. J'ai pensé prendre une corde, aller dans la grange et me pendre. Mais je me suis quand même dit que si d'un côté il était bête, de l'autre, il m'avait sauvé la vie en défiant sa mère, ses copains et le monde entier. Il est courageux et entêté, et je crois qu'il m'aime. Fera-t-il du mal à nos enfants?
Les enfants, c'est ce qu'il y a de plus important. Les Juifs ont survécu à pire que ça. J'ai mis une jupe en laine et un chemisier. J'ai attaché mes cheveux avec un foulard comme le font les paysannes et j'ai dit... Qu'est-ce que je dois faire, Vladek? Ça m'a plu qu'elle dise ça. Je l'ai embrassée et lui ai dit, viens, on va prendre un petit déjeuner et ensuite je te montrerai la ferme. On verra ce que tu es capable de faire pour commencer. Je ne pouvais plus supporter de me cacher. Je n'avais que la Bible de Zoka à lire, des contes larmoyants pour idiots. Mais avec le temps, après ce qui s'était passé, certains extraits me restaient en tête. Ton œil n'aura pas de pitié, une vie pour une vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, jambe pour jambe. Seulement fais attention, Menahem. Je fais attention, Zoka. J'ai appris à parler comme les paysannes, mais ça n'a rien changé. La mère de Vladek pensait que je la singeais et elle ne disait rien. Je lui disais, Dieu soit avec vous, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège. Elle répondait avec une colère noire. Finalement, il s'est avéré que j'étais enceinte et c'est à ce moment-là que ça s'est passé. À cette époque, j'étais déjà un choupeau. J'avais un vélo, une carabine, un uniforme et une casquette. Bien sûr, c'était une couverture parce qu'en fait, je travaillais pour une organisation clandestine et pas pour les Allemands. C'est moi qui l'ai encouragé à le faire. C'est à ce moment-là qu'est tombé l'ordre d'envoyer tous les Juifs, s'il en restait quelque part, au ghetto. Oui, mais chez nous, il n'y avait plus de Juifs. Et Mariana? Mariana? Un ordre, c'est un ordre, Rizek. Le fait qu'elle vive encore pourrait nous créer des problèmes. Vladek est encore jeune, il trouvera une autre femme. J'ai pris ma carabine, j'ai enfourché mon vélo et je suis allé chez lui. Par la fenêtre, j'ai vu un policier arriver, je suis allée me cacher. C'est la mère de Vladek qui a ouvert la porte. Je lui ai dit de quoi il s'agissait. Elle s'est réjouie et a amené Rachel. Et elle, en pleurs. Riziek, aie pitié, je suis enceinte. Il n'a pas répondu. Ma belle-mère, elle, a répondu. C'est un ordre et tu n'y peux rien. Je lui ai attaché les mains avec une corde et lui ai dit que si elle essayait de s'échapper, je la descendrais. Ma mère a fini par me dire qu'un policier était venu et qu'il avait emmené Mariana. Il l'a emmenée où? Au ghetto. J'ai scellé un cheval, j'ai caché le revolver dans ma poche. Ma mère a crié « À quoi bon sauver cette juive ?»« Ferme-la », je lui ai répondu. « Dis-le encore une seule fois, et tu verras. » Je l'ai vue arriver à cheval et je l'ai reconnue de suite. Je les ai vus de loin. Riziek était à vélo et elle courait derrière, attachée avec une corde. Elle était enceinte. Je me suis senti devenir fou. J'ai ôté la sécurité du revolver dans ma poche. Je me suis arrêté. J'ai saisi ma carabine et je l'ai armée. Je lui dis « Qu'est-ce qu'il y a, Vladek ?»« Qu'est-ce qu'il y a, Riziek ?» J'essayais d'être le plus proche possible de lui. Qu'est-ce qui se passe? Je me demandais s'il avait une arme. Tous les Juifs doivent aller au ghetto. Il devait avoir une arme. Ne t'approche pas plus, sinon je tire. Et si on discutait, Riziek, on va bien finir par s'entendre? On est copains de classe, non? Et je lui tire une balle dans le ventre à travers ma poche. Ça va pas, Vladek? Tu tires sur un copain de classe? Il a lâché sa carabine et il est tombé avec son vélo. Moi aussi, je suis tombée. Il devait beaucoup souffrir parce qu'il s'est mis à pleurer. Tu voulais la descendre dans la forêt, fils de pute, pour qu'il n'y ait pas de témoin de ce que vous avez fait, hein? C'est Zygmunt qui m'a dit de le faire, Vladek. Achève-moi, putain, j'en peux plus. Dieu que ça fait mal. Dora? Je lui ai tiré une balle dans l'oreille, comme un copain le ferait à un autre copain. Où va-t-on, Dora? Nulle part, Riziek. On y est. Qu'est-ce qu'on a fait, Vladek? Et qu'est-ce qu'on pouvait faire d'autre? Se laisser tuer comme tes juifs? Mais qu'est-ce qui va se passer maintenant? À ton avis? Les partisans qui tuent un policier? On va devoir se cacher. Avec le bébé? On va s'en sortir. Je l'ai déshabillé jusqu'aux sous-vêtements et je l'ai emmené dans la forêt. J'ai jeté le vélo et l'uniforme dans la narva. J'ai caché les chaussures et la carabine dans un arbre. Quand on est rentré et que ma mère a vu Mariana, elle n'a pas dit un seul mot, ni moi non plus. J'ai attelé le cheval à la charrette, j'ai pris quelques vêtements, une couette, des couvertures, quelque chose à manger et de l'argent. Ils ont retrouvé Rizek 2 jours plus tard. Les renards lui avaient rongé les jambes, les mains, le visage. La rumeur disait qu'il avait été tué par les partisans. Mais les policiers ont fusillé la mère de Vladek et ont brûlé sa maison. On dormait dans des forêts, dans des ravins, dans des bunkers qu'on partageait avec des rats. Quand on se lavait, c'était une vraie fête. Le plus important, c'est qu'on ne mourrait pas de faim. J'avais des livres avec moi. Je les lisais à haute voix.
Il s'endormait au bout de 20 minutes. Je n'ai jamais été doué pour la lecture. Oleg a insisté pour que je lui fasse des lactaires frits aux petits oignons. Il s'est étouffé avec et il est mort. Et la rumeur que je l'avais empoisonné s'est répandue. J'ai déménagé de la porcherie à la cachette dans la maison. Quelle émotion! J'ai commencé à accoucher dans le bunker. Je l'ai aidé à accoucher. Mon Dieu, je ne savais pas quoi faire. J'accouchais, je lui disais ce qu'il devait faire, mais moi non plus, je n'y connaissais rien. J'ai fait tout ce que j'ai pu, mais le bébé est mort. C'était une petite fille, très mignonne, en bonne santé. Elle est morte au bout de quelques heures. Et c'était peut-être mieux comme ça, parce qu'à 3, on n'aurait pas survécu. Avec un petit bébé, impossible. Je pense qu'il l'a étouffée pendant mon sommeil. On l'a enterrée dans la forêt. Sous le prénom Dorota. À la fin de la guerre, on est revenu au moulin. Ma maison avait été brûlée par les Allemands. Tout avait été pillé, détruit, mis en pièces. Ils avaient même déterré les arbres du verger. On a réussi tant bien que mal à faire fonctionner le moulin, par miracle. Il ne fonctionnait plus comme avant la guerre avec la turbine suisse, mais il fonctionnait quand même avec une turbine russe. Un jour, Zygmunt est venu nous voir avec un litre de vodka. Pour se réconcilier. En bon copain de classe, on a bu un verre et on s'est réconciliés. On a aussi fixé différents principes. Ce qui était secret et ce qui était saint. Le plus important, c'est que Mariana soit en sécurité, pas vrai Zygmunt? Bien sûr, Vladek. Il ne doit rien lui arriver. Rien. Le jour suivant, j'ai dit à Mariana que la guerre était finie et que si elle le souhaitait, elle pouvait partir où elle voulait. Mais Mariana a déclaré qu'elle ne partirait pas, parce que devant Dieu, comme devant la loi, elle était ma femme, et puis c'est tout. Mais nous n'avons plus jamais eu d'enfant. À la fin de la guerre, je suis sorti de ma cachette. Il faut qu'on s'en aille. Il faut fuir. On ira en Amérique, on doit tout oublier, commencer une nouvelle vie. Ici, ils nous tueront. Il faut renoncer à la vengeance, sinon on va gâcher nos vies. Je t'ai acheté un billet, Zoka. Tu viendras me rejoindre en Amérique. Je viendrai dès que je le pourrai, poupée. Un petit scarabée sort au grand air. Un petit scarabée vêtu d'un manteau vert. Ne me prends pas par les ailes, mon petit Raphaël. Ne me prends pas par les ailes, car j'ai un nouveau manteau cousu par deux abeilles, puis taillé par des oiseaux. Un petit scarabée sort au grand air. Un petit scarabée vêtu d'un manteau vert. Ne me prends pas par les ailes, mon petit Raphaël. Ne me prends pas par les ailes, car j'ai un nouveau manteau cousu par deux abeilles et taillé par des oiseaux. Leçon 12. En 48, vers la fin de l'été, le gouvernement m'a convoqué pour me dire qu'un ordre d'enquêter sur la participation des Polonais dans l'assassinat des Juifs au début de l'occupation était tombé. Alors j'ai écrit à Zoka que je commençais un travail très sérieux et que je ne pourrais plus lui écrire. Mon Dieu, j'avais 30 ans, j'étais toute seule en Amérique. Ce salaud m'a écrit qu'il ne m'écrirait même plus, qu'il ne pouvait pas venir à cause du rideau de fer. Un jour, j'ai écrit à Abraham. Mon cher copain Abraham, je voudrais tout d'abord t'annoncer une triste nouvelle. Notre copain Jacob Katz et notre copine Dora et son enfant ainsi que tous les juifs d'ici sont morts assassinés par les brutes nazis. Les femmes et les enfants brûlés vifs dans la grange, toute ta famille assassinée, le rabbin assassiné. Notre copain Riziek est mort lui aussi, tué par ses assassins. Il est impossible de décrire tout ce qui est arrivé à notre patrie la Pologne, notre peuple supplicié, notre classe. Mon Dieu, pourquoi devons-nous tant souffrir? Je t'envoie mes meilleurs sentiments, Zygmunt. Mon cher copain Zygmunt, ta lettre m'a brisé le cœur. Je pleure jour et nuit et je ne trouve plus la paix même dans la prière. Notre Jacob Katz ne fait donc plus partie des vivants, et Dora, et notre copain Riziek. Je me souviens que le jour de mon départ, ma pauvre mère ne faisait que pleurer et pleurer, comme si elle pressentait quelque chose, mais elle devait sûrement penser à moi, la pauvre, à ce qui pouvait m'arriver, et non pas à son propre sort, au fait que d'ignobles criminels l'enfermeraient dans une grange et la brûleraient vive, avec les autres juifs de notre village. Je suis le dernier survivant de toute ma grande famille. Je ne peux plus écrire, mon cher copain Zygmunt, parce que ce n'est plus une rivière, mais un torrent de larmes qui coule sur mes joues. Écris-moi si tu as besoin de quelque chose, ton Abraham, post-scriptum. Prends soin de toi, que Dieu Tout-Puissant t'ait en sa garde. Mon cher Abraham, on n'a besoin de rien, on s'en sort tant bien que mal.
Nous voulons commémorer ce terrible événement en construisant un monument. Si tu pouvais nous aider d'un petit quelque chose, nous te serions reconnaissants. Mes amitiés, Sigmund. Mon Dieu, qu'est-ce que j'allais faire de ma vie, sans mec, sans enfant, sans diplôme? Je suis sortie dans la rue, j'ai pris le métro, j'ai voyagé comme ça pendant des heures, sans but. J'ai fini par descendre dans le quartier polonais. Je me suis assise sur un banc et j'ai éclaté en sanglots. C'est là que Jarek s'est assis à côté de moi. Pourquoi pleurez-vous, madame? De si beaux yeux que les vôtres ne devraient pas pleurer ainsi. Et autre baliverne. 2 semaines plus tard, nous étions mariés. Abraham s'est pris la tête dans les mains. Et comment tu peux faire une chose pareille, Zoka? Épouser quelqu'un au bout de 2 semaines? Et Menahem, réfléchis. Ne t'emporte pas comme ça. Tu peux passer ton bac et étudier. Fiche-moi la paix, Abraham. Moi, des études, je me marie. Et ne me parle plus de Menahem, ce n'est qu'un porc et c'est tout. Malgré tout, on parlait pendant des heures. Abraham voulait tout savoir, chaque détail. Quand je lui ai raconté qui avait véritablement brûlé les Juifs, il ne voulait pas me croire. Il m'a montré les lettres de Sigmund. Et là, je me suis mise à rire. J'ai cru que j'allais devenir fou. Et moi qui lui ai envoyé de l'argent à cette crapule, c'est là que j'ai écrit cette fameuse lettre au gouvernement polonais. Je sous-signais Abraham Baker et quitté le pays pour l'Amérique en 1937. Sont restés en Pologne mon grand-père Chaim, mon grand-père Jacob, grand-mère Rose et grand-mère Feiga, mon papa Shlomo et ma maman Esther, mes petits frères, Chaim, Iziou, Uba, et mes petites sœurs, Lena, Fonia et Fania, mes oncles, Mendel, Joseph, Raoul, Razel, David et Shmuel, et mes tantes, Hannah, Sarah, Hinda, Déborah, Molly et Gigi, mes oncles paternels, Isaac, Akiva, Jacha, Zélie, Benek et Simon, et mes tantes paternelles, Rachel, Léa, Myriam, Zelda, Gitten et Hodel, mes cousins, Shmuel, Moniek, Frimsia, Yanek, David, Urek, Velvus, Adam et Elek, et mes cousines, Zuzia, Haya, Frimsia, Itka, Tila, Genia, Malsia, Sonia, Jadzia et Dunia. Ils ont tous été brûlés dans une grange par les Polonais. Ceux qui ont tué ma famille entière leur ont pris leurs maisons, leurs affaires, tout ce qu'ils avaient. Ceux-là vivent à présent dans leur maison. Ces bandits, ces voleurs, vont-ils dormir sur leurs 2 oreilles? Qu'en dit votre curé? Qu'en dit votre Église et le gouvernement polonais? Leçon 13. Quelques mois plus tard, le gouvernement populaire a décidé que c'est moi qui dirigerai l'enquête sur la participation des Polonais dans l'assassinat des Juifs du village, sous le pseudonyme Choleva. Et ils ont ajouté « Fais payer ces fils de pute qui ont violé et assassiné ta femme, Menahem. » Et que le gouvernement populaire s'en sorte bien, tu vois. Ils sont venus me chercher au petit matin, sous les yeux de mon fils. Ils sont venus à la paroisse et m'ont emmené au bureau de la sécurité. Je sais que pendant la guerre, vous faisiez partie de l'organisation secrète L'Aigle Blanc. Je sais qu'aujourd'hui, tu habites la maison du rabbin assassiné. Je sais qu'en 1941, vous avez brûlé la population juive dans la grange du village. Menahem, ça va pas? Je me suis levé, je me suis approché de lui, et je lui ai donné un coup dans la gueule. Il m'a donné un coup dans la gueule de toutes ses forces. Quelque chose a craqué. Je suis tombé du tabouret et j'ai perdu connaissance. Il me frappait, il me versait de l'eau, et me frappait encore. Un médecin venait et disait qu'il pouvait encore frapper. Et il frappait, et il posait des questions sur Katz. Mais maintenant, il n'y a qu'une seule chose qui m'intéresse. Que faisais-tu avec Jacob Katz le 24 juin 1941 au coin de la Grande Place? Alors c'est de ça qu'il s'agit? Je ne sais pas de quoi vous parlez, monsieur le lieutenant. D'après ce que je sais, le 24 juin 1941, Jacob Katz a été tué par les Allemands. Je me suis violemment emporté quand j'ai vu sourire ce fils de pute qui avait violé ma femme, brûlé mon enfant et battu à mort mon ami. Et je ne parle pas des milliers d'autres. Alors j'ai envoyé les gars chercher Vladek. Ils sont venus au moulin et m'ont emmené au bureau de la sécurité. Hey, salut Vladek.
suis content de te voir. Ah, Menahem, ça fait un sacré bail. Comme je suis content de te voir. Et pourquoi m'ont-ils arrêté? Mariana restait seule au moulin. Tu sais le boulot que c'est. Elle n'y arrivera pas toute seule. Je sais, mais j'ai besoin de témoins pour le procès, Vladek. Le procès? Dis-moi seulement, qui a tué Jacob Katz? D'accord, Menahem. Tout ça commençait à tenir debout. Zygmunt et Eniek ont fini par avouer et il y avait le témoignage de Vladek. Ça s'annonçait bien et le procès a commencé. Je plaide non coupable. Les aveux ont été extorqués. Je n'étais pas du tout sur la Grand Place ce jour-là. D'après ce que je sais, Jacob Katz a été tué par les Allemands. Quoi? Je plaide non coupable. Les aveux ont été extorqués sous les coups et la torture par le lieutenant Choleva. Quoi? Et moi, je n'ai pas vu ce que faisaient les accusés ce jour-là, puisque je n'étais pas en ville ce jour-là. Je voudrais confirmer les dires de mon mari. Il n'y était pas ce jour-là parce qu'il était occupé à me sauver la vie. Je voudrais ajouter que je suis baptisée et compte également aider à me sauver Zygmunt, qui était parrain à mon baptême, et le prêtre Eniek, qui a tout organisé. Je n'ai jamais été victime d'antisémitisme de leur part. Je n'arrivais pas à y croire. Pourquoi, Rachel? Tu ne comprends donc pas. Toi, tu t'en iras comme tu es venu, mais tu veux la vengeance, œil pour œil, dent pour dent. Je voudrais confirmer que le lieutenant Choleva pratiquait 40 types de tortures, y compris briser les doigts à l'aide d'une porte, enfoncer des aiguilles sous les ongles, frapper les parties génitales avec des matraques, enfoncer des pieds de chaise dans la nuque. Qu'est-ce que tu racontes comme connerie, fils de pute? Où est-ce que je t'ai cassé les doigts? T'as un deuxième trou dans le cul, c'est ça? Je me suis jeté sur lui, mais on nous a séparés. J'en ai pris pour 10 ans. J'en ai pris pour 15 ans. Et j'ai reçu une proposition. Soit je purge ma peine, soit je dégage de la Pologne. Quand tu regardes les étoiles, tu t'emplis de fierté d'être né Polonais, héritier de Copernic. Un Polonais arrêta le soleil et fit tourner la terre. Et fit tourner la terre. Leçon 14. J'ai été nommé vicaire dans un trou perdu près de Bialystok, où même les catholiques parlaient en dialecte ukrainien. Mais comme on dit, faute de grippe, on mange des merles. Je suis allé en Israël, dans un kibboutz, et j'ai travaillé comme mécanicien. J'ai épousé Ruth, une juive séfarade qui avait de beaux yeux et de belles jambes, comme Dora. Jacob est venu au monde, il avait l'air d'un vrai sabra. Je suis rentré à la maison, j'ai retrouvé Elena et Jurek. Jurek me suivait au moindre pas, il me tenait par le pantalon et me suivait vraiment partout où j'allais. Le Seigneur m'a enfin permis de réaliser mon plus grand rêve. L'évêque m'a accordé le poste de prêtre de notre ville. Un de mes copains d'école y a été pour quelque chose. Camarade, Père Eniek est l'un des nôtres, un copain de classe. On connaît ses qualités ici. Et si je peux me permettre, ses péchés. Et il comprend la spécificité de notre ville. Il est né ici. Il connaît tout le monde, et tout le monde le connaît. Ce n'est que parmi les siens que l'homme peut déployer ses ailes. Surtout un prêtre. La collaboration avec Eniek se passait bien. Entre anciens copains de classe, on se faisait confiance, on s'aidait et on réglait ensemble les questions litigieuses. Un jour où il était sous, il m'a dit: Zygmunt, je sais que c'est toi qui as dénoncé Rysiek au soviet, et pas ce pauvre Jacob Katz. Je l'ai toujours su. Fous-moi la paix, Eniek. Tu veux que je te rappelle par quelle jambe tu tenais Dora pendant qu'on la baisait et ce qui s'est passé dans ton pantalon à ce moment-là? On n'a plus jamais abordé ce sujet. On n'a pas oublié les autres copains de notre classe. J'ai réussi à faire en sorte que Vladek devienne un juste parmi les nations. Mais comme son mariage battait de l'aile et qu'il buvait, il m'était difficile de l'aider.
Zig, tu me prêtes 100 balles. J'ai rien pour tenir jusqu'au premier. Tiens, Vladek, mais arrête de boire, bordel. Zig, j'arrive pas à dormir la nuit. Je vois Jacob Katz, Zig, Riziek et Dora avec le petit Igor. Et toi, Zig, t'arrives à dormir, dis-moi. T'y arrives? Rends-moi mon fric, imbécile. Non, c'est bon. Zig, ça va, bordel. Bonne nuit. Zoka, tiens, signe ces papiers, tu recevras quelque chose de bien. Peut-être même de l'argent. C'est la médaille des justes parmi les nations. C'est Menahem qui a arrangé ça en Israël. Tu vois que les Juifs ne sont pas tous mauvais. Certains pensent aux autres et peuvent même rendre service. Tu parles d'un service. Les journaux ont publié que j'avais caché un juif pendant la guerre et c'est là que tout a commencé. Mon mari n'a pas cessé de me harceler. Tu as sauvé un juif? Tu couches avec lui, sale pute juive. Il ne m'a jamais pardonné, même à l'hôpital au moment de mourir. À son enterrement, j'ai appris que son père était juif et qu'il était mort à Treblinka. Et là, je suis vraiment devenue folle. Le 22 mai 1970, à 7h45, Ruth, ma femme, a accompagné mon fils Jacob à l'arrêt de l'autobus scolaire qui ramassait tous les jours les enfants de notre quartier. Jurek est entré à la Polytechnique. J'étais fier de lui. Je lui ai payé un voyage de 2 mois en Europe. Fin juin, il est parti avec ses copains faire de la voile pendant une semaine sur le lac Tigris. À 8h10, à Jérusalem, un autobus a été frappé par une roquette. L'autobus a explosé. 9 écoliers et 2 enseignants ont péri et 24 écoliers ont été grièvement blessés. Les terroristes ont tiré avec des kalachnikovs sur les enfants qui essayaient de se sauver de l'autobus en flammes. Mon fils de 10 ans a été tué alors qu'il essayait de sauver une camarade. 24 juin à midi, un orage a éclaté au-dessus du lac Tigris. Et il paraît qu'il n'a pas duré longtemps, quelques dizaines de minutes. Le voilier sur lequel naviguaient Jurek et ses copains s'est retourné et a sombré. Ses copains ont réussi à nager jusqu'au rivage, pas de Jurek. Le 24 juin à midi, mon Dieu, exactement 30 ans après que Zygmunt, Eniek et Riziek ont assassiné Jacob Katz sur la Grande Place. C'était un enterrement magnifique, monumental. J'ai prononcé l'un des meilleurs sermons de ma vie sur Abraham et Isaac. Seigneur, pourquoi nous éprouves-tu par ta colère? Pourquoi nos cœurs tremblent-ils? Un si jeune garçon, avec des projets et des rêves, il était l'espoir de ses parents. Seigneur, tu n'as pas envoyé d'agneau, mais nous nous souvenons que c'est l'agneau qui est venu à nous. Et cet agneau, c'est toi, Seigneur. C'était horrible, inhumain. Je ne pouvais pas écouter ça. Le cercueil était soudé. Il paraît qu'il avait le visage mangé par les anguilles. Après l'enterrement, Ruth m'a dit qu'une malédiction planait au-dessus de moi et elle m'a quitté. La femme de Zygmunt s'est retournée et elle a atterri à l'hôpital des fous. Après la mort de Jurek, Zygmunt a complètement changé. Il s'est retiré de la vie publique et a pris sa retraite. Il passait des heures assis chez moi, dans la paroisse, sans dire un mot, le regard perdu. Un jour, il m'a dit: on l'a bousillé, notre vie, Eniek. Il était où, Dieu? Je suis rentré à la maison et j'ai compris tout d'un coup que j'avais 55 ans et que la vie ne m'apporterait plus rien. Je me suis lavé et rasé, j'ai mis un uniforme propre, j'ai soigneusement fermé la maison à clé, j'ai pris le volant, j'ai emporté un bidon d'essence et j'ai pris la route en direction de Masada. Vite. On a appris qu'une Ford Mustang Bordeaux roulant à une vitesse excessive avait quitté l'autoroute, avait fait des tonneaux, rebondi et explosé. Il n'est resté que la carrosserie calcinée et la montre en or de Menahem fondue. Rien d'autre. Quand j'ai appris que Zygmunt avait eu un accident vasculaire, je suis tout de suite allé le voir à l'hôpital. Et j'ai veillé auprès de lui jour et nuit. C'est ça, oui. Il veillait à ce qu'il ne déballe pas tout avant sa mort. Tu crois tout savoir, toi. La mort de Zygmunt m'a fait grande impression. J'ai compris qu'à l'article de la mort, toutes nos affaires sont insignifiantes et qu'au jugement dernier, seules comptent les grandes choses. La patrie, l'honneur, la foi. Dieu nous a alors envoyé un pape polonais et le syndicat Solidarność. J'ai compris que mon heure était arrivée. J'ai organisé des camps, des retraites spirituelles. Je cherchais Dieu avec la jeunesse dans la montagne, sur des kayaks ou lors de longues conversations nocturnes. Mes enfants m'ont acheté une place à vie dans la paisible maison de retraite de Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus. C'était confortable, une magnifique chambre avec salle de bain et vue sur un superbe parc. 5 repas par jour, délicieux, médecin, coiffeur, une messe par jour. Les dames avec lesquelles je priais, je regardais la télé et je jouais au poker, étaient très aimables, mais elles n'aimaient pas trop les juifs. Elles m'ont demandé si j'étais juive parce que mes enfants avaient l'air juifs. Of course not, ai-je répondu. Et je pouvais donc tranquillement jouer au poker avec ces dames, regarder la télé et prier.
Et c'est comme ça que cette vie s'est gaspillée. Il paraît qu'après avoir pris des pilules, Zoka ne s'est pas réveillé. Mon travail et mes sacrifices ne m'ont rien apporté. J'aimais le poker, pique, cœur, carreau, trèfle. Et on a fait de moi un joueur de cartes qui perd au jeu l'argent des croyants. Dans les années 90, la presse polonaise parlait de mon faible pour les enfants de cœur aux joues vermeilles. En l'an 2000, une nouvelle provocation a éclaté. Cette fois, on a accusé les habitants de notre village d'avoir assassiné des juifs. J'ai hésité un instant, j'ai demandé un rendez-vous avec l'évêque et lui ai demandé conseil. Peut-être devrais-je avouer en partie. L'évêque m'a littéralement enguirlandé. Vous êtes devenu fou. Quand les médias sont venus me voir, j'ai pris la décision de témoigner de la vérité. À quoi bon, ils ne nous ficheront jamais la paix. Écoute-moi pour une fois dans ta vie. J'ai raconté ce qui s'était vraiment passé, le rôle et le profit de chacun. J'ai raconté la vérité. Et qu'est-ce que c'est la vérité, Vladek? À qui elle appartient? Et à quoi elle sert cette vérité? Tu y as réfléchi? Je ne l'ai pas écoutée. On verra bien qui partira le premier, Eniek. On s'est installé dans le pensionnat l'Automne d'Or, près de Varsovie. Personne ne savait qu'on était là. On avait des soins médicaux, le petit déjeuner, le dîner, le téléphone et la télévision, avec 56 chaînes. Et une salle de bain surtout, avec une douche et une baignoire séparées, comme chez oncle Moshe avant la guerre. Pour la première fois depuis 60 ans, j'ai enlevé mes nippes de paysanne, mon foulard, et j'ai pris un bain. On se disputait pour avoir la télécommande. Vladek ne voulait regarder que des fusillades. Mariana passait son temps à regarder des documentaires animaliers. Heureusement, il a commencé à consulter les médecins. C'était le cancer des poumons. Je lui avais dit de pas t'en fumer. J'ai quand même décidé de tenir jusqu'à la commémoration du 60e anniversaire et l'inauguration du nouveau monument. J'étais assis au premier rang. À côté de moi était assis le président, l'ambassadeur, le maire, des députés, des sénateurs, des artistes. Ni moi ni mes paroissiens n'avons pris part à ce spectacle gênant. Par contre, j'ai rencontré un copain du bon vieux temps. Il est rabbin à New York, Abraham Boulanger, aujourd'hui Baker. Je suis allé lui rendre visite à la paroisse. Nous avons discuté très chaleureusement du bon vieux temps, du fait qu'avant la guerre, les Polonais et les Juifs étudiaient ensemble, travaillaient et s'amusaient ensemble, et que le rabbin et le curé réglaient ensemble les problèmes litigieux. Et dis-moi, Eniek, lorsque les Allemands et ces rebuts de Polonais poussaient les Juifs vers la grange, est-ce vrai que notre rabbin marchait en tête avec la Torah et qu'il bénissait tout le monde, les victimes, les bourreaux et les témoins, et que dans la grange, pendant qu'ils y mettaient le feu, ils chantaient le Kiddush Hashem? C'est vrai, Abraham. Le jour de l'inauguration du nouveau monument, j'ai regardé à la télé le sermon d'Abraham. C'est sur cette place séculaire que le rabbin s'est tenu pendant des heures, assoiffé et affamé, avec son peuple, et il voyait comme on maltraitait les gens dans la rue, et comme on déshonorait les femmes, et on tuait les enfants. À la fin, on lui dit de rejoindre le groupe qui portait les restes de la statue de Lénine avec l'inscription « Je crois au communisme, que Dieu nous préserve ». Dans sa dernière heure, poussé par des fourches et des bâtons recouverts de clous, il fut enfermé dans la grange où, en pleine conscience, souvenez-vous-en, il se prépara à réciter la Beracha, la bénédiction Kiddush Hashem, qui rappelle dans sa prière « Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta vie et de toutes tes forces. » Et de ce fait merveilleux découle un message pour toute la Pologne et pour le monde entier. Que Dieu du ciel bénisse tous ceux ici présents. Amen. C'était un sermon magnifique. Tout le monde pleurait. Moi aussi. J'ai même versé une petite larme au début en regardant tout ça sur TVN. Mais ensuite, lorsqu'Abraham, devenu vieux et grisonnant, s'est mis à parler du vieux rabbin dans la grange, exactement comme s'il y avait été en personne, j'ai vite changé de chaîne pour Animal Planet, où il y avait un superbe documentaire sur les pingouins. En septembre, mon état a commencé à empirer. Quand l'ambulance l'a emmené, il m'a attrapé la main et l'a serré fort pendant longtemps sans rien dire. Moi non plus, je n'ai rien dit. Qu'est-ce qu'on pouvait bien se dire? Il me donnait de plus en plus de morphine. Un jour, je ne sais pas si c'était un rêve ou la réalité, Riziek est venu me voir. Je voulais lui dire « Riziek, pardonne-moi », mais ça ne voulait pas sortir de ma bouche. Et qu'est-ce que j'ai à me faire pardonner, au fond, je me suis dit.
Il faut que je prenne tout sur moi. J'ai simplement dit « Rézirek !» Lui n'a rien dit, mais il s'est approché de moi et m'a serré dans ses bras. J'ai éclaté en sanglots. Lorsque j'ai appris ma maladie, j'ai accepté la douleur avec humilité et dignité. On a commencé à me donner des narcotiques. Je faisais des rêves éveillés, terribles, des tas de juifs, Jacob Katz, le tailleur Élise, Dora et le petit Igor. Parfois, Sigmund venait me voir. Il se tenait là sans rien dire. Il n'y avait pas où s'enfuir. Il n'y avait pas de Dieu. Vladek est mort, Eniek est mort. Ils ont été enterrés tous les deux dans le cimetière le même jour. Eniek dans l'allée centrale, en grande pompe, il y avait l'évêque et une messe. Vladek, 1 heure plus tard, dans les buissons à côté de sa mère. Je n'y suis pas allée, je n'avais pas la force. Surtout que les 2 enterrements étaient diffusés sur TVN. Je ne pensais pas grand-chose de Vladek. Ce que j'avais à vivre avec lui, je l'avais vécu. C'était pour sûr un Polonais typique, un seul beau geste et ensuite des années d'humiliation. Mais comment pouvais-je l'oublier, galopant comme un fou sur son cheval pour me sauver la vie? C'est pour ça que lorsqu'une fondation de Varsovie, voulant nous financer un tombeau de granit chinois, m'a demandé si je voulais figurer en tant que Rachel ou Mariana, j'ai répondu Mariana sans hésiter. Ma chère copine de classe Rachel Fishman, c'est Abraham, ton ancien copain de classe. Je t'écris pour que tu ne te sentes pas seul dans ce monde insensé. Bientôt, nous le quitterons tous, c'est notre sort commun. Ton copain de classe, Abraham Baker, post-scriptum, je vais te donner un bon conseil juif. N'accepte pas une seule interview à moins de $200. Souviens-toi que s'ils te veulent, ils paieront toujours Abraham. La période que j'ai passée seule avec mon téléviseur et ses 50 chaînes a été la période la plus heureuse de ma vie. La liberté. Je regardais vraiment tout, les séries, les tournois télévisés, les films, les documentaires. Mes chaînes préférées, Discovery, Planète et BBC. Je ne me levais du lit que pour les repas et une promenade par jour, à contre-cœur. Surtout à partir du moment où une vieille m'a demandé au cours d'une promenade si c'était moi la juive. Ce jour-là, j'ai décidé de ne plus sortir me promener ni de lire le courrier. Une fois seulement, j'ai voulu lire une lettre d'Abraham, mais elle était composée de lettres si petites et biscornues, des vraies pattes de mouche, que ça m'a enlevé l'envie de la lire. D'autant plus qu'il se passait tellement de choses à la télévision. J'aimais par-dessus tout les films sur les animaux. Je crois que je cherchais une réponse à la question « Quel sens a eu cette vie ?» Je cherchais et je ne trouvais pas, parmi les hommes. Mais parmi les animaux, je trouvais. Chère Rachel, un malheur m'est arrivé. Ma femme Déborah est tombée malade et elle est morte. Nous l'avons enterrée dimanche dernier avec toute la famille dont le Seigneur m'a béni. Mes chers fils, Isaac, Jacob, David et Sam, et mes filles chéries, Dora, Till et Hannah, mes merveilleuses belles-filles, Daryl, Zelda, Gina et Judy, et mes gendres exceptionnels, Joe, Mickey et Adam, mes chers petits-fils, Abraham, Percy, Thomas, Dave, Jake, Joseph, John, Ben, Simon, Ezra, Sam, Ilya, Zelig, Buster, Al, Alan, Moses, Jack, Mark, Dirk, Gary, Elliot, Dick, Tom, Noël, Gordon, Larry, Teddy et Bill, et mes petites filles chéries, Debbie, Léa, Myriam, Molly, Ava, Diana, Dorothy, Sonia, Esther, Faye, Anna, Adela, Rita, Linda, Sheila et Dora, mes chers, très chers arrière-petits-fils, Abraham, Jacob, Lester, Ivan et Omar, les jumeaux Chou et Cheng, et mes chères arrière-petites-filles, Sarah, Lily, Dora, Anne,
Sonia et Lee, aujourd'hui je t'écris cette lettre parce que j'ai une idée. Et si on se rencontrait, tu pourrais venir à New York, tu ferais la connaissance de toute ma famille pour laquelle tu es une héroïne. Moi, je ne peux pas venir en Pologne parce que je ne suis plus capable de marcher. Écris-moi quelques mots. Comment vas-tu? Ton copain dévoué, Abraham Baker, post-scriptum, notre vie aura été bien étrange.